Je n'ai aucun mérite. Je ne fais aucun effort intellectuel ou quelque chose comme ça. C'est je ne fais que rebalancer ce qu'on apprend en 2013-2014 en économie à l'Université de Montréal. Ça, le système de santé, c'est un cours magistral. Ça, j'ai caché la source d'information parce que c'est à usage restreint. Et vous en avez d'autres. Là, je vais l'utiliser. Les soins de santé, production publique ou privée. Vous avez d'autres ici. Les équilibres stables et instables, les équilibres dynamiques. Ça, on ne parle pas beaucoup en Algérie. Hein. On vous bassine avec le mot équilibre, mais on ne dit jamais si c'est un équilibre stable, équilibre dynamique ou équilibre instable. Ça, c'est dans les ressources naturelles. Hein. Je vais aussi parler de règlement et la régulation financière, accord de BAL 1, BAL 2 et BAL 3. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un caractère supranational. Hein. C'est de la supranationalité qui est différente de l'internationalité. Quand on parle de relations internationales, ce sont des relations qui relient les États entre eux. Quand on parle de supranational, ce sont des normes, des instructions, des directives, des standards qui viennent comme ça, qui tombent du ciel, sans savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que ce sont des organisations qui n'ont pas le caractère international au sens juridique du terme. Exemple, la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est en Suisse à Bâle normalement. Il ne faut pas la confondre avec la Banque internationale des règlements, parce que quand on dit Banque internationale, ça veut dire que ça lie les États. La Banque des règlements internationaux, ce sont les règlements qui sont internationaux. On va parler, ça c'est un caractère supranational. Exemple, un autre caractère supranational. Les orientations du Club de Paris et du Club de Londres. Le caractère supranational. Les décisions prises par le club Bilderberg. D'autres exemples comme ça, il y en a à foison. Hein. Généralement, c'est à travers les ONG qu'on distille ça. Et il y a une école sur une organisation internationale qui porte l'école d'A, etc. Je ne vais pas citer le nom là parce qu'elle est ici à Montréal. Bon, je suis en contact avec cette école. C'est pas une école où on forme des gens. Hein. C'est où se rencontrent des anciens premiers ministres du Commonwealth, hein, des ambassadeurs de l'OCDE, etc. et des gestionnaires des hedge funds. Je me suis retrouvé une fois là-bas sans payer. Je n'ai pas payé, j'ai manœuvré un petit peu, je suis étudiant, ceci, cela. On m'a laissé pénétrer. C'est au siège d'une organisation internationale. Eux, ça bombarde là. Ils essaient de partager l'Afrique dans 30 ans, 40 ans. Donc on va essayer de voir un peu ça. De par les informations que je lis sur les journaux algériens, etc., et dans la presse internationale, anglophone, hein, anglophone. Je pense que c'est la typologie qu'on appelle SWIGR. SWIGR, c'est C-W-G-A-R, qui veut dire Cluster Working Group for Early Recovery, qu'on traduirait en français par le groupe de travail en cluster pour le relèvement précoce. Relèvement précoce, c'est le redressement rapide. Hein. C'est un traitement qui est réservé aux pays en état de choc, en état de conflit, etc. Dans un cadre très théorique, dans un groupe d'étudiants, nous étions 3, nous avons travaillé sur le cas de la Palestine.
Ce sont les secteurs qui sont touchés actuellement par le programme d'ajustement structurel en Algérie. Vous avez l'industrie automobile, vous avez les télécoms, vous avez l'énergie, vous avez énergie, télécom, etc. Les travaux publics sont à l'arrêt. Le transport, en particulier le transport ferroviaire et l'aérien, ils sont visés. Ça, ce sont les secteurs les plus touchés, les plus apparents, la pétrochimie. Et pétrochimie, c'est ça, oui, l'énergie, pétrochimie. Ce sont les secteurs les plus en vue, là, hein, on les voit. D'un autre côté, vous avez les secteurs non touchés. Oh, de ce côté-là, la santé. La santé, c'est très important, là. Les secteurs non touchés. Vous avez l'agriculture, la nature, la protection de la nature. Vous avez la pharmacie, dont on parle très peu. Vous avez l'éducation, même si on fait de l'agitation, c'est beaucoup plus de l'agitation, hein, au niveau de l'éducation. Vous avez automatiquement les affaires religieuses, là, on n'en parle même pas. Vous avez la culture, il n'est pas touché. Quand on regarde d'un côté la culture et l'agriculture, quand on regarde l'autre côté, nous avons les industries. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? D'un côté, vous avez le secteur économique intensif en capital financier, et d'un autre côté, vous avez le secteur économique productif qui est intensif en capital humain. Donc, l'intensif en capital financier et capital technologique. Il est sous l'effet de la rente, donc on transfère, hein, on produit, on transfère des dividendes. Dans le secteur intensif en capital humain, on ne fait absolument rien. C'est-à-dire aucun développement, aucune industrie, aucun projet de développement ou bien de modernisation n'est fait. D'un côté, on exporte de la devise, et de l'autre côté, on vous livre pour vous prendre la devise. Les réserves internationales, hein, réserve internationale, pardon. J'ai utilisé le mot devise et je ne devais pas utiliser ce mot-là. Hein. Une devise, ça c'est un terme qui n'existe pas là. Hein. C'est un terme, on va dire, populaire là. Toutes les monnaies sont des monnaies internationales, il y a les monnaies échangeables, il y a les monnaies non échangeables. Sur les marchés internationaux. Hein. Donc, d'un côté, l'industrie, on vous prend à travers les IDE Brownfield, on vous prend de l'argent. Et d'un côté, production agricole, vivrière, agricole en général, on ne fait absolument rien. Ça veut dire, on va vous exporter de l'étranger, c'est-à-dire du Canada. Là, moi je suis canadien, on va vous exporter là-bas. Donc vous allez nous payer en dollars ou en dollars US, généralement, ou l'euro, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Donc, si le programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et la politique d'ajustement structurel du FMI vise la stabilisation de la balance des paiements, c'est-à-dire le retour à l'équilibre dans la balance des paiements, il ne sera jamais atteint. Je vais essayer de démontrer modestement avec des mathématiques les effets du programme d'ajustement structurel à travers la dévaluation du dinar. Ce n'est pas un cours d'économie, ce sera un truc très léger. Pour les économistes qui vont voir ça, pour les étudiants en économie qui vont voir ça, attention, il se pourrait que je fasse des lapsus. Je vis un moment de pression, de stress. Donc, je commence, avant de commencer par d'aller vers ces mathématiques, je vais marquer une pause, vous n'allez pas la sentir, hein. Vous n'allez pas la sentir, je vais marquer une pause, je vais aller fumer une cigarette et revenir parce que la pression est très très forte. Ok, ici je vais commencer avec un peu un regard mathématique sur la dévaluation du dinar. Sur la dévaluation du dinar, je tiens à m'excuser, ça fait longtemps depuis que je n'ai pas fait de mathématiques. Ici à l'université, je n'ai pas le temps, on n'aura pas le temps
pour refaire des démonstrations, etc. Je n'ai pas encore pris de cours de mathématiques ici à l'université. Donc il se pourrait que je fasse des lapsus. Bon, voici. Je vais utiliser les variables suivantes. Taux de change réel égale à taux de change nominal multiplié par les prix, l'indice des prix à l'étranger sur l'indice des prix en Algérie. Je vais définir A comme étant le coefficient, c'est le ratio des exportations X sur le PIB ou Y, que je vais appeler désigné par la lettre Y. B, c'est le ratio des importations. D, c'est le taux de dévaluation. Et bon, ça, je vais revenir sur le côté droit, je vais revenir au fur et à mesure. Je vais utiliser ces équations pour montrer l'impact sur les graphiques à droite. Bon, en économie, règle de base. Quiconque veut vous parler d'économie doit parler des hypothèses, c'est-à-dire dans quel cadre il travaille, dans quelle théorie il est. Théorie libérale, capitaliste, ça c'est la première. Dans un premier temps, je vais considérer que le taux de change réel est égal à 1, parité de pouvoir d'achat absolu. Ça, l'équation de consommation individuelle, C égale C0 plus C1 multiplié par Y moins T, ça c'est la proportion marginale de consommation. Donc la proportion marginale à épargner est égale à 1 moins C, c'est le complément de C1 par rapport à 1. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un salaire minimum fixé par la loi. Le salaire de réserve de la main-d'œuvre des employés, des travailleurs, le salaire de réserve est supérieur au salaire d'équilibre. Il risque d'avoir des petits problèmes là, sociaux. Il risque d'avoir des petits problèmes sociaux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, la flexisécurité. Donc la loi sur le salaire minimum prépare un terrain pour la flexibilisation maximale du marché de l'emploi. Et en Algérie, nous ne sommes pas prêts pour ça. Même l'Europe, l'Union économique européenne n'est pas prête pour ça. C'est ce qu'on appelle, bon, on rentre dans les zones économiques, le caractère optimal ou non optimal d'une union économique. En Amérique du Nord, si vous n'êtes pas très fort en anglais, là, la flexibilité ne fonctionne pas. Le mouvement de main-d'œuvre. Hein. Donc, le chômage risque de faire des petites choses. Dépenses du gouvernement, dans les investissements, vous avez l'investissement privé, l'investissement public. En Algérie, le plus grand investisseur, c'est l'État. C'est l'État, donc si l'État, on commence à réduire dans les investissements, donc nous avons vu l'impact. L'impact sur le marché du travail, sur le niveau de la famille. Hein. Donc ici, c'est la théorie de Gary Becker. Gary Becker qui considère que le profit là, c'est le prix des enfants multiplié par la quantité des enfants plus le travail multiplié par le salaire horaire. Ça c'est très important, il faut le voir. Hein. Je le répète, très critiqué par Sterling et par Joseph Bogart. Je pense qu'on y va là-bas. Donc pour les différents équilibres, je vais les reprendre après en tout cas. Ailleurs, donc on continue. Et maintenant, si on attaque les dépenses du gouvernement en Algérie, est-ce qu'on peut réduire facilement les dépenses, la dépense publique en Algérie? Vous allez me dire, excellente question, vous allez répondre pas. Non, on ne peut pas la réduire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la dépense publique en Algérie? Exemple, les véhicules officiels, les véhicules de fonction des wilayas, des communes, etc. Ça. Il y a aussi le stylo. Maintenant, si le président de la République ou bien le PDG de Sonatrach accepte de signer un contrat avec un stylo fabriqué en Algérie, ce serait parfait. Ce serait parfait. Mais malheureusement, on ne fabrique pas de stylo en Algérie, peut-être un peu moins avec l'entreprise de Rouibala. On ne fabrique pas. Ce qu'il va l'accepter sans m'étonnerait, donc il voudrait bien un stylo qui est lisse, qui fait une signature sans accroc là. Hein? Celui-ci par exemple là, tiens, un bon exemple. Hein?
Est-ce que si la tenue de combat des militaires algériens, des soldats, Djoundi, caporal, sergent, etc., si elle est fabriquée en Algérie, c'est bon. Mais maintenant, est-ce que la tenue d'un général, un képi, est-ce qu'il est fabriqué en Algérie? Non, donc il vaut mieux peut-être qu'ils se remettent à la tenue de combat fabriquée en Algérie, parce qu'il y aura des combats. Non, eh bien, nous avons dit la dernière dans les présentations précédentes, les investissements, nous avons dit qu'ils visaient l'industrie lourde, l'automobile, l'énergie, etc., etc. Donc ça demande des investissements, ça demande de l'extraction. On doit creuser là, hein, on doit creuser pour avoir du pétrole, du gaz de schiste, de l'uranium, de l'or, du fer pour ArcelorMittal. Annaba. ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, n'habite pas en Inde, il habite à Londres, dans un quartier défiscalisé. Donc on doit creuser, hein, on doit faire de l'extraction, etc. Quand on fait de l'extraction, etc., ça fait la diminution des ressources naturelles. Et voici. Sauf qu'en économie des ressources naturelles, l'équilibre instable est au début, l'équilibre instable est à la fin. Voilà, donc ça c'est le MSY, c'est Maximum Sustainable Yield, le rendement maximal soutenable et idéal, ce qu'on appelle le Maximum Economic Yield. Ça, c'est l'optimum économique, c'est-à-dire l'offre et la demande se croisent, on trouve cette quantité. Mais sauf qu'ici, l'équilibre instable est là, l'équilibre stable, il est là. L'équilibre instable, il est là. C'est-à-dire, on a consommé beaucoup, on va aller descendre. Où est-ce qu'on a consommé beaucoup? Avec l'industrie industrialisante. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'ancien programme d'ajustement structurel, vers le pétrole, etc. Donc, avec le programme d'ajustement structurel, qu'est-ce qui va se produire? On va faire encore ça. Waouh! Et qu'est-ce qui va se passer avec l'équilibre instable? Il va se rapprocher. L'équilibre instable sera là maintenant. Quelque part ici. Ah, donc ça c'est la nature. Donc pour les consommations, plus l'investissement, plus les dépenses du gouvernement, nous en avons parlé. Donc tout ça, quand on fait agir sur la famille, sur les ressources naturelles, avec un salaire minimum, j'ai dit 2 mots, nous allons voir les populations. Nous avons ici la population, nous avons ici le taux d'accroissement naturel, nous avons ici la natalité, la courbe de natalité, nous avons ici la courbe de mortalité. Ensuite, nous considérons que les conditions de vie vont s'améliorer, donc la natalité va rester stable, la mortalité va encore diminuer, donc l'équilibre instable sera encore plus loin. Il sera quelque part ici. Mais maintenant, si nous considérons que les conditions de vie en Algérie vont se détériorer, qu'est-ce qui va se passer? La natalité va rester la même, ou bien diminuer un petit peu, alors que d'après cette théorie, elle va augmenter, la natalité, mais la mortalité va augmenter plus rapidement, parce que les conditions de santé vont se détériorer, c'est la loi sur la santé, là. Hein? ABS, organisme à but lucratif et organisme sans but lucratif et la rationalisation de la dépense dans le domaine de la santé. Hein? Et notre pays, voilà les effets d'évaluation. Maintenant ici j'ai mis étoile, rendre cette équation plus belle. Elle doit être plus belle. Elle doit être très charmante là. Hein? Il faut la maquiller un petit peu. D'autant plus que... Ah, je sais quel couple va se former bientôt là. Hein? Bientôt. Du fond du cœur. Dit de Montréal. Du fond du cœur là. Hein? Vraiment. Soyez heureux. Tous les deux. Soyez en paix et pour l'éternité. Donc du fond du cœur là, soyez heureux, amusez-vous bien, tabra.
Là maintenant, je vais l'attaquer ça, je vais l'attaquer, j'ai pas peur. Là. Je vais dire des bêtises, je vais dire des conneries, mais maintenant ceux qui pensent que je vais dire des conneries, des bêtises, ils peuvent me critiquer, m'insulter, me lâcher dans les médias, il n'y a aucun problème. J'assume. S'il vous plaît, ne le faites pas avec des adjectifs ou du verbiage français là. Je suis un libéral, je ne suis pas un gaucho là. Je suis un libéral, mais dans son acception, amazigh et musulman. C'est-à-dire, la liberté du marché, la reconnaissance du droit à la propriété, ce sont les deux fondements de l'économie de marché. Mais il est d'inspiration algérienne, nord-africaine et africaine. Il est philosophique. Je m'inspire de la loi musulmane. Parce que c'est la 3e année, à peu près, depuis que je suis au Canada, donc durant le mois de carême, je participe à des lectures du Coran. Donc, ça m'intéresse, je me suis intéressé à ça, du côté au Coran, aux Écritures saintes, du côté ressources naturelles. Et en Algérie, nous devons apprendre à donner plus pour recevoir moins et à vivre heureux. Donc, voici l'effet jarre. Maintenant, je passe à la trappe de l'équité financière appliquée à l'Algérie. Bien sûr, les hypothèses, toujours les hypothèses. LV égale PT. Ça, c'est l'équation de Friedman sur la théorie quantitative de la monnaie. Dans un texte publié sur le web, j'ai signé. David Ricardo a été le premier à attaquer. Il est insensé de mesurer une économie avec une monnaie qui change de valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un étalon fixe. Ça, c'est la première. David Ricardo. C'est lui qui a bougé. Bon, ben, on doit continuer avec l'argent, mesurer l'économie avec de l'argent, on la mesure. Mais pour lui, c'est insensé, c'est débile. Deuxième, d'après John Kenneth Galbraith, et non pas James Kenneth Galbraith le fils, Milton Friedman himself, à la fin de ses jours, il a regretté d'avoir défendu bec et ongle sa propre théorie. MV égale PT, parce que l'économie mondiale a pris une autre tournure. Mesurer la masse monétaire et la vélocité par l'indice des prix et les transactions à l'ère du numérique, c'est un peu difficile là. Et avec toutes les transformations bancaires que font les banques, il est difficile de mesurer l'indice des prix là. Ça c'est le. Comme je l'ai dit, bon, je passe. Je passe ça. Pour moi, hypothèse. Le taux de l'inflation en Algérie est égal à la croissance monétaire excédant la croissance du PIB. Delta P sur P égale delta M sur M moins delta Y sur Y. Delta M, la M c'est la masse monétaire, Y c'est le PIB. Je ne me suis pas préparé pour reprendre toutes les équations sur les banques, etc., sur les réserves obligatoires et obligataires, etc. Mais je vais continuer. Pour Olivier Blanchard, voici le schéma de la liquidité, le schéma d'une trappe de liquidité financière. Il y a une demande de monnaie, il y a une offre de monnaie, il y a un équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à un niveau de taux d'intérêt nominal. I, il donne A. On fait de l'expansion monétaire, MS, c'est money supply. Il passe, le taux d'intérêt se rapproche de 0. Ensuite, on fait de l'expansion monétaire sans qu'il y ait de changement de taux d'intérêt 0. Là, la question qui s'est posée, la question sur laquelle j'ai débattu assez décontractée, mais c'était très dur comme discussion, hein, très dur, et je vais en arriver. Hein. Très dur, mais ici avec les professeurs, tout est cool, hein, tout est cool. Pour Olivier Blanchard, la trappe de liquidité financière, elle est là. C'est ce segment baissé.
mais il n'y a que le taux d'intérêt nominal qui est défini. Actuellement, la Fed, le Federal Reserve, la BCE, ils sont dans les taux d'intérêt négatifs. La BCE, elle ne va pas tarder normalement. La Bundesbank en Allemagne a pratiqué les taux d'intérêt négatifs depuis longtemps. Anecdote, en 1929, le crash de Wall Street en 1929, Fisher, celui qui a fait l'indice des prix, etc., il a le paradoxe du Fisher, etc. Le 14 octobre, il a dit que le niveau de prix ont atteint un plateau, the prices had reached a plateau, au-delà duquel il ne peut plus aller. Le lendemain, c'est l'explosion de l'inflation. Ça, on va me dire, c'est 1929. Ok, pensez au Zimbabwe en 2007-2008. Une inflation de 2 800 000%. Vous l'avez qu'à jeter un coup d'œil sur la presse, vous allez trouver inflation au Zimbabwe 2007-2008, c'est lié à la terre. On a trouvé la corrélation de l'événement qu'on croit c'est lié à l'expulsion des blancs de leur terre, etc. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Pas. Bon, la corrélation existe. Mais est-ce que la causalité est établie? Je ne sais pas. Donc, la question que posée, pourquoi, pour moi, ces questions me turlupinent. Bon, quand c'est compliqué, j'adore ça. Pourquoi la trappe de liquidité financière pour Olivier Blanchard, conseiller du FMI, qui est venu en Algérie? Et ça, entre parenthèses, quand Olivier Blanchard vient en Algérie, il vous parle du prix du pétrole. Ici en Amérique du Nord, quand les prix du pétrole, baissent, les prix baissent. Ok? Les prix baissent, parce que c'est un intrant. C'est un facteur de production très important. Et quand les prix baissent, la demande augmente. Et quand la demande augmente, ça veut dire qu'il y aura de l'engagement. On recrute la force de travail. Donc, peut-être, actuellement, ça ne se produit pas. Je vais revenir sur la question de l'inflation, de la déflation et de la inflation. Donc, la discussion était ça. Donc, à partir de là, dans ce segment baissier, pour Olivier Blanchard, reprenant John Maynard Keynes, il dit ici, les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, auront tendance à garder un peu plus d'argent dans nos poches, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors que il n'y a pas de taux nominal négatif, il n'a pas été prévu dans la théorie. Actuellement, ça se passe. Je quitte les États-Unis, je quitte le Canada. En Algérie, j'affirme, sans démonstration aucune, que l'Algérie est dans une trappe de liquidité financière. Si quelqu'un veut dire le contraire, bienvenue. Sauf que, ils vont me dire, où est parti l'argent de l'AIG, de l'ANSEJ, du CALPI, du soutien aux exportations, de l'ANDI, les transferts sociaux, c'est-à-dire cet argent qu'on distribue gratuitement à certaines catégories de personnes en Algérie, là. Qu'on le dise. Maintenant, pourquoi? Et il y a une question de sécurité de l'État, là. Est-ce que la fausse monnaie en Algérie, là, hein, il faut le dire. L'inflation et le taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt réel, il est défini par le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Bon, si le taux d'intérêt nominal est de 5%, l'inflation est de 2%, taux d'intérêt réel 3%. Super, la banque est toujours gagnante. L'investisseur est toujours gagnant. Mais dans le cas où le taux d'intérêt nominal est égal à 0, et l'inflation est égale à 0. Donc le taux d'intérêt réel est égal à 0. On est dans ce cas-là. Je ne vais pas traiter ce cas de plus. Mais dans le cas où le taux d'intérêt nominal est négatif, c'est-à-dire je suis là, pour Olivier Blanchard, il arrête
la trappe de liquidité financière, c'est le segment linéaire BC. Moi, je affirme que la demande d'argent, la demande de monnaie va encore augmenter. Sauf que ce sera de l'argent négatif. Il existe. Vous prenez des billets, c'est ce qu'on appelle... ici, on l'a dit, là, on le dit. Ici, à l'université, il n'y a pas de problème. Hein. En France, vous avez Philippe de Serti qui le dit. Hein. C'est du papier toilette. Il ne vaut absolument rien. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette demande de monnaie? Quand elle a atteint en valeur absolue, l'offre de monnaie de la banque. Donc, l'offre de monnaie de la banque centrale doit être connue. Pour voir quand est-ce qu'en valeur absolue, cette demande de monnaie va être égale. Et là, on ne peut plus calculer avec le taux d'intérêt nominal, nous allons introduire la variable, le taux d'intérêt réel. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, pour mes compatriotes d'Algérie, c'est ce qu'on appelle le bien-être social. Hein. Là, c'est un bien-être social mondial. C'est-à-dire que quand on vous dit bien-être social, c'est pas de la littérature ou c'est du chiffre là. Hein. Bien-être social mondial, lié aux crises mondiales actuellement. Qu'est-ce qui se présente? Nous allons prendre un exemple tout simple. Le taux d'intérêt nominal, je vais supposer qu'il est de moins 2. Je vais supposer qu'il est de moins 2. L'inflation? Ah, maintenant, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Hop, là, je fais le geste d'un de mes professeurs. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. La désinflation, c'est la baisse des prix, tout en demeurant positive. C'est-à-dire, il y a la croissance, elle est positive, mais dans une faible mesure. La déflation, c'est la baisse des prix qui devient négative. C'est-à-dire, quand on parle de déflation, d'un point de vue mathématique, attention, là, je vais manipuler un mot, ne soyez pas surpris. La déflation, c'est une inflation négative. Maintenant, si je dis que l'inflation est négative, je recalcule mon taux d'intérêt réel. Moins 2, je suppose que l'inflation est de moins 10. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Moins 2, moins 10, ça va devenir plus 8. C'est-à-dire, on est là, à peu près, hein, à peu près. Donc, à la même demande de monnaie, on est ici, nous allons déplacer, nous allons prendre cette barre-là, cette droite-là, cette droite-là, cette droite-là, on appelle l'offre de monnaie, on doit la déplacer ici. Maintenant, la question, comment la déplacer? Je ne suis pas un monétariste là, hein. Je suis un anti-monétariste primaire, hein. Je me définis comme étant un anti-rationaliste, un anti-marginaliste, mais là, dans ce cas-là, je me mets dans la peau d'un capitaliste, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas, à la gauche, je ne sais pas quoi. Maintenant, comment on va déplacer cette barre-là, cette droite de monnaie, vers là? Première solution. L'enlever carrément. Je l'enlève. Il n'y a plus d'argent. Non, plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, donc on ne demande plus d'argent. Vous allez être surpris. Non, ça existe. C'est le retour à l'état de nature. Ben, ça fait longtemps, en Algérie, nous ne sommes pas habitués à des raisonnements simples à l'américain. Oui, il n'y a plus d'argent. On ne demande plus d'argent. On redevient naturel. Voilà, comme on était il y a 3000 ans, E.D. là, antédominion. On revient en l'an 3000 avant Jésus-Christ, du long temps. Mais il n'y a pas d'argent, les gens vivent bien, etc. etc. C'est l'état de nature, c'est-à-dire on est au stade animal. Tu me donnes, je te donne, on fait un échange, on se bat, c'est la loi du plus fort. Ça ne marche pas en Algérie, ça ne va pas marcher. Bon, bref. Donc on ne peut pas supprimer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de la dépasser un petit peu.
vers la gauche pour réduire l'offre de monnaie. Parce que là, le taux d'intérêt, quand il devient positif, le taux d'intérêt, c'est l'inflation qui va revenir. Mais il n'y a pas de production là, il n'y a pas de production. L'inflation va exploser là, mais il n'y a pas de production. On va tenter de la ramener. Comment? On peut prendre les billets de 2000 dinars, monsieur, on les démonétise. Ils ne valent plus rien. Donc, c'est tout le monde qui va revenir vers la banque, tenez les billets de 2000 dinars, etc. etc. Oh. C'est dangereux là. C'est une opération dangereuse. La Libye, on a trinqué. J'ai travaillé sur la Libye. On a trinqué sur ça. Ben maintenant, si on met en plus des 2000 dinars officiels, c'est-à-dire de la banque centrale, là, de la banque centrale, émis par l'hôtel des monnaies, maintenant, s'il y a des faux billets là, dedans, là, on risque de racheter de la monnaie simple, de la fausse monnaie, avec de la vraie monnaie. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Donc là, il faut un état de guerre monétaire aux frontières. Numéro de série, etc. C'est une opération ad hoc. Ce que peut se faire, bon, on dit, non mais c'est pas possible. Non, non, on ne répond pas par non, c'est pas possible, par oui, mais, etc. Je suis dans l'absolu, dans le raisonnement théorique. Oui, on peut déclarer un état d'urgence monétaire en Algérie. Moi, je parle. Quand est-ce que ça va éclater maintenant? Je ne suis pas sûr, mais je le pense. Puisque l'argent, l'émission monétaire, elle est allée dans les investissements, je ne sais pas quoi, etc., etc., mais elle est allée aussi dans l'enseigne, dans l'Indie, etc. Toute cette clientèle-là, elle a fourni des hypothèques. Suivez mon doigt vers les hypothèques aux États-Unis, les maisons qui ont été hypothéquées. Ces personnes-là ont fourni des hypothèques. Si l'État tente le forcing de récupérer légalement ces hypothèques, c'est son droit le plus absolu, aux États-Unis ça s'est fait et il n'y a pas eu de guerre. En Algérie, ça risque. Pourquoi les hypothèques risquent d'exploser? Bon, parce qu'il y a un laisser-aller administratif, bureaucratique, mais parce que la force de la loi ne pourra pas s'appliquer. Maintenant, si on ramasse, on va supposer, on est dans le cas, la loi s'applique, il y a la force, on récupère les hypothèques. De quoi sont composées les hypothèques? Elles sont composées de maisons et de terres. Donc si l'État tente de récupérer les terres qui ont été hypothéquées, l'État n'a pas de flair dans les bureaux du ministère de la Défense, des Finances, etc., etc. Donc ce sont les flairs, les paysans qui sont là, à côté de chez nous, là, à côté de Boucherville, etc., etc., qui n'auront plus de travail. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront plus de travail, il n'y a pas de terre de travail, etc., etc. Donc il n'y aura plus de production et c'est là où ça va exploser. L'inflation, c'est-à-dire nous allons vivre le cas du Zimbabwe. Qu'est-ce qui reste maintenant comme solution pour cette trappe de liquidité financière? Un acte volontariste. Les gens disent, voilà, c'est de l'argent, ben, il ne m'appartient pas, c'est de la fausse monnaie, ben, je m'excuse, bon. Maintenant, qu'on le condamne ou qu'on ne le condamne pas, bien. Il n'y a pas de réponse économique. La réponse est à chercher ailleurs.